Bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi de vous voir ce matin. Je lance mon chronomètre parce que pour ceux qui se sont levés tôt, d'après ce que j'ai compris, après la soirée endiablée d'hier soir, je me dois de respecter le timing et de ne pas vous endormir avec un discours trop long. Donc d'abord, évidemment, vous dire à quel point je suis ravi de venir ce matin parler au DLR, parce que les DLR m'intéressent à plusieurs titres. Bien sûr, par rapport au secteur du BTP de la construction, qui est un secteur qui nous intéresse beaucoup du point de vue économique, parce qu'il se passe des choses dans ce secteur au point de vue mondial, un impact très très lourd de l'augmentation des taux d'intérêt, sur laquelle d'ailleurs je vais revenir tout à l'heure, mais aussi évidemment du point de vue français, où nous avons un impact encore plus lourd peut-être que dans beaucoup d'autres pays. Cet impact n'est pas négligeable du tout. On connaît l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Mais là, on est en train de se rendre compte à quel point, et probablement jamais on l'a mesuré autant dans l'histoire récente, quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. C'est-à-dire, on voit à quel point, au fond, peut-être une certaine légèreté, on va dire, de ceux qui réfléchissent et qui prennent des décisions au niveau d'un pays comme la France, ne leur a pas permis de mesurer à quel point on pouvait avoir une onde de choc. Une onde de choc qui se propage lorsque l'on a des problèmes associés à la construction, au bâtiment et plus largement au BTP. Pour rappel, évidemment, les agences immobilières ferment les unes après les autres. Pour rappel, les notaires font faillite. Pour rappel, aujourd'hui, le problématique sur l'ensemble du bâtiment, ça veut dire des avocats en masse qui sont en difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que les divorces sont en train de reculer. Quand on ne peut pas vendre aujourd'hui son bien, en fait, on ne peut pas financer son divorce, on ne peut pas partager son bien. C'est des choses comme ça qu'on n'avait absolument pas mesurées et que d'un seul coup, on est en train de représenter. Mais surtout, peut-être beaucoup plus grave, à mon sens, c'est que nous avons un énorme défi du logement, de la construction et on va dire de l'évolution de notre cadre de vie. Qui veut dire quoi? Un investissement considérable qui nous attend dans les prochaines décennies. Un investissement gigantesque qui est évidemment une logique absolument positive, mais absolument indispensable. On sait que nous sommes en déficit de logement et que de plus en plus, on a le sentiment que cette question sera une question majeure de la prochaine présidentielle. Et probablement pas dans le bon sens, du fait du manque, du fait de ce que cela signifie du point de vue de nos contemporains. Mais ce qui se passe dans le secteur et le risque que nous avons d'avoir un certain nombre d'entreprises qui ont déjà commencé à être en difficulté, voire à disparaître. C'est en fait une perte de savoir-faire. Une perte de savoir-faire à un moment critique, on va dire, de l'évolution de l'économie sur lequel je vais revenir plus longuement. Et cette perte de savoir-faire, elle se produit dans un secteur long. La construction, le BTP, sont des secteurs qui sont des secteurs dans lesquels le temps de fonctionnement est long, le temps d'investissement est long. Et donc là, c'est extrêmement grave parce que ça signifie qu'une fois que l'on se réveille, et le réveil a juste commencé quand même un petit peu, en disant « Ah oui, mais en fait c'est grave. Une fois qu'on se réveille, il va falloir reconstituer des tissus d'entreprise, notamment des tissus de PME qui, sur les territoires, sont en train de disparaître. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. » Et évidemment, ce que l'on perçoit, et l'inquiétude énorme que l'on a, c'est que finalement, dans 10 ans, quand nous allons avoir ces enjeux gigantesques de reconstruction d'un nouvel espace, parce que nous vivrons différemment, eh bien, soyons très prosaïques, ce seraient des entreprises espagnoles ou portugaises ou polonaises qui investiraient chez nous parce que nous n'aurons plus le tissu. On a déjà, dans l'histoire de France récente, cassé des secteurs en se rendant compte a posteriori que c'était une grosse erreur. Et donc là, effectivement, l'alarme doit sonner et c'est là, bien sûr, aussi que je vous dis à quel point DLR m'intéresse parce que vous êtes aussi sur un secteur qui vient de sonner l'alarme qui s'appelle l'agriculture. Et dans lequel, là, d'un seul coup, les acteurs ont dit « vous êtes en train d'assister à notre disparition. Et a priori, ça ne vous gêne pas. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. » Effectivement, la surprise générale, on va dire, y compris d'ailleurs peut-être des agriculteurs qui manifestaient il y a quelques semaines, mais aussi des observateurs, c'est en fait, on s'est rendu compte que, non seulement du point de vue français, mais européen, en fait, on réagissait en disant « Ah oui, pardon. Ah oui, bah, excusez-nous. Ah oui, bah, peut-être, effectivement, on va changer. » Et là, pour le coup, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est-à-dire, on voit à quel point, au fond, c'est le terrain qui doit comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux, et que le terrain doit dire « Attention, moi, je vois des enjeux que vous ne voyez pas. »
Alors que souvent, notamment dans le monde agricole, mais aussi dans le monde qui est le vôtre, du BTP, de la construction et de l'agriculture, vous dites « je ne comprends pas ce qui se passe, mais je pense que là-haut, ils comprennent. Hein. Et que donc, oui, ben, je suis la victime, mais probablement, il y a des intérêts qui me dépassent. » Ben non, c'est pas forcément vrai, et c'est bien l'élément probablement que vous devez avoir en tête, et c'est aussi, je pense, par rapport à ce que votre président m'a assigné tout à l'heure, il faut faire passer un message positif. Quand on disait, Thierry, vous le disiez, un optimisme grave, c'est un message positif et grave. Surtout, on doit avoir cette vision-là, que vous êtes au cœur d'un secteur capital, qui peut parfaitement être massacré en silence, et dont on paiera, on va dire, les conséquences pendant des années et des années. Accessoirement, enfin non, c'est pas accessoire, c'est fondamental, c'est que votre logique est une logique absolument essentielle par rapport à tous les défis que je suis en train d'évoquer. Pourquoi? Parce que vous êtes au cœur précisément de ce mot que j'ai prononcé, qui est le cœur de la croissance de demain, l'investissement. Comment faire pour qu'un secteur investisse, y compris quand nous avons une grande diversité d'entreprises, en particulier beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas la capacité de suivre les grandes évolutions technologiques qui ne vont cesser de se démultiplier, y compris dans votre secteur, y compris au cœur de ce qui est votre métier. Eh bien, la solution, c'est DLR. Bien sûr, la solution, c'est d'avoir un réseau, c'est-à-dire quelque chose de connecté, et on le voit vraiment ce matin, alors qu'il y a eu fête hier soir, vous êtes quand même nombreux dans la salle, des gens qui font le même métier, qui parlent entre eux, et qui justement sont prêts à s'ajuster par rapport aux grands défis qui sont en train d'arriver, aux défis positifs. Aux défis positifs, mais aux défis coûteux, qui signifie aussi évidemment que derrière DLR, derrière la réflexion que l'on doit avoir sur le secteur, vous avez cette réflexion absolument majeure, absolument essentielle, comment on finance. Comment on finance, comment on évolue, et donc cette question absolument majeure qui doit être au cœur et des débats et des grands enjeux de votre association, de votre mode de fonctionnement, de votre réseau. Donc, cette petite introduction, elle est importante par rapport à tout ce que je vais vous dire après. Parce qu'effectivement, lorsque l'on va évoquer l'état du monde et qu'on va regarder justement les manières positives de l'envisager, je pense qu'à chaque fois, il faut dire comment je le décline en fait, comment nous le déclinons chez nous. Ça, c'est, je pense, l'élément absolument primordial. Et donc, c'est vrai qu'évidemment, quand on est en train de parler des tensions, et Thierry a commencé de façon un peu glaçante en rappelant les grands conflits que nous sommes en train de connaître, et je vais peut-être même en rajouter d'autres, et je ne vais pas insister, mais tout de même, évidemment, l'intervention du président de la République il y a 10 jours sur le fait que la France, l'Europe, devait envisager un jour peut-être d'envoyer des troupes au sol sur le conflit, sur notre territoire européen, on est d'accord que ça a quand même glacé beaucoup de gens, ça a glacé beaucoup de nos concitoyens qui ont dit « Ah oui, mais je ne pensais pas que c'était à ce point notre problème ». Répétons-le, nous avons peut-être du point de vue français une vision un peu éloignée de ce genre de choses. En Allemagne, l'impact de ce qu'a dit le président de la République française a été énorme, parce que les Allemands pensent ça depuis longtemps. Il est vrai qu'ils sont beaucoup plus proches du conflit. Quand vous êtes à Berlin, je ne dirais pas que vous entendez les coups de canon, mais vous vous rendez bien compte que ça peut aller très très vite. Et que par conséquent, cette crainte-là, le peuple allemand l'avait, mais ses politiques ne l'exprimaient pas. Quand tout d'un coup on est en train d'évoquer cela, ça veut dire que oui, cette éventualité n'est absolument pas écartée. Soyons très clairs, l'année 2024 va être une année extrêmement importante, du point de vue notamment de l'évolution du conflit pour nous en Europe, du point de vue des alliés, aux États-Unis en particulier, pour savoir qui va être à la tête des États-Unis à la fin de cette année. Et on sait évidemment que le favori pour le moment de l'élection est Donald Trump, et que Donald Trump a... Et il ne s'agit pas de le juger, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. Les Américains sont assez grands, c'est une démocratie suffisamment ancienne pour savoir ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas. Mais il est clair que si les États-Unis décident, comme ils l'ont fait à plusieurs périodes dans leur histoire, et notamment évidemment à une période qui en bien des points peut nous rappeler celle que nous vivons, c'est-à-dire juste avant la Seconde Guerre mondiale, si les États-Unis décidaient d'être isolationnistes, c'est-à-dire de se refermer sur eux-mêmes, c'est-à-dire de construire des murs pour empêcher les gens de rentrer, mais aussi finalement pour empêcher les gens de sortir, eh bien ça signifierait que du point de vue européen, nous nous retrouverions pour le coup non seulement en première ligne physiquement, mais aussi en première ligne du point de vue financier. Donc bien sûr, ce contexte, on doit l'avoir à l'esprit. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de relier les éléments entre eux.
Et donc, je vais commencer, oui, par peut-être brosser cet état. Donc, cher Président, vous m'en voulez pas, c'est pas forcément positif, mais quand même, il faut le rappeler au début. Hein. Donc, brosser au fond les conditions économiques qui sont les nôtres en ce moment, qui expliquent très concrètement un certain nombre d'événements que vous vivez, mais qui peuvent expliquer aussi les événements géopolitiques que je suis en train d'évoquer. Nous sommes dans une situation, du point de vue mondial, qui est une situation inouïe. Inouïe, ça veut dire que c'est très important en économie de faire de l'histoire. Eh bien, dans l'histoire économique, on n'a jamais connu une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, en clair, je vais le faire vite avec 2 chiffres rapides, la production de richesse mondiale. Toujours pareil, hein, quand vous avez des jeunes gens qui vous disent « mais l'économie c'est nul, c'est pas poétique ». Bon, il faut reconnaître, c'est pas très poétique, mais c'est nul, mais non, c'est pas nul. L'économie, c'est raconter ce dont les humains ont besoin sur la Terre. Parce qu'en fait, c'est ça l'économie. C'est fournir aux humains ce dont ils ont besoin, biens ou services. D'ailleurs, quand ce que vous faites n'a pas d'intérêt pour un humain, bah, du coup, ça ne peut pas se vendre, du coup, ça n'a pas de prix, c'est-à-dire ça vaut 0. Donc c'est très clair, hein, c'est tout le temps le test. Est-ce que l'humain a besoin de ce que je fais? S'il en a besoin, ça a une valeur, du coup, ça devient économique. Cette année, donc 2023, pour la première fois, ce que les humains ont consommé, ce qu'on appelle le PIB, donc a représenté plus de 100 000 milliards de dollars. 104 000 milliards de dollars, donc c'est la première fois qu'on est passé au-dessus de ces 100 000 milliards. Donc la croissance, on va dire, mondiale se poursuit. Évidemment, elle n'est pas alimentée par les pays les plus riches, elle est alimentée plutôt par des pays émergents, et notamment en Asie, hein, où vous avez des pays comme l'Indonésie qui ont 6-7% de croissance. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait presque une situation de crise. L'Inde a été presque en surchauffe, tellement ils avaient une croissance forte. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose qui nous semble éloigné, nous, de notre croissance atone européenne. Peut-être un peu moins des États-Unis, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les États-Unis, on ne doit pas être fondu d'admiration pour les Américains. Hein, ils ont une croissance complètement artificielle qui a été reliée à des plans d'investissement monstrueux, qui sont en réalité des plans d'impression de monnaie. Et malgré ça, ils se retrouvent avec un déficit public monstrueux, presque 7%, et un déficit du commerce extérieur qui, l'année dernière, était le plus fort qu'on ait jamais eu dans toute l'histoire, de 900 milliards de dollars. Presque 1000 milliards de dollars. Quand vous avez une économie qui est en déficit public et en déficit du commerce extérieur, normalement, cette économie va tout droit à une énorme dévaluation. Alors évidemment, ça fait rire personne dans la salle parce que vous dites nous, la France, tu me rappelles un tout petit peu? Oui, oui, effectivement. Donc, c'est vrai que ça doit un tout petit peu nous inquiéter, mais je ne suis pas là pour vous parler de la situation française. Heureusement, nous, on n'aura pas de dévaluation parce qu'on est sauvé par le fait qu'on est dans l'euro. L'euro qui est globalement avec un déficit public qui recule, c'est-à-dire on regarde l'euro globalement, une dette publique qui recule et un excédent énorme du commerce extérieur. La zone européenne, en dehors de l'Europe, est le plus gros exportateur du monde. Donc, effectivement, vous inquiétez pas, tout va bien, l'euro va bien. Ah bon, ça va. Bah, c'est à peu près comme ça que fonctionnent les Français. Ah bon, bah alors, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas. Ben oui, mais tu vois, justement, à Bruxelles, on commence quand même à vraiment trouver que tu pousses un peu le bouchon un peu loin. Bon, bref, enfin, non, mais je ne rentre pas dans cet aspect-là. Il faut quand même l'avoir à l'esprit, puisque c'est une vraie question qui se pose sans arrêt par rapport aux équilibres que je vais évoquer. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de cette situation 104 000 milliards de PIB, réalisée en partie par les États-Unis, mais en partie par le reste du monde aussi, et notamment par l'Europe, nous avons en face, et c'est là où la situation est inouïe, où elle ne s'est jamais rencontrée du point de vue historique, plus de 330 000 milliards de dettes. 100 000 milliards, 330 000 milliards. Quand je dis 300, vous voyez, quand on regarde le bilan du FMI, il va vous dire 200, pas tout à fait 280 000 milliards, mais on a à côté ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire les banques de l'ombre, qui créent de la dette sans être régulées. Et donc, on rajoute à peu près 50, 60 milliards, par définition, comme c'est dans le shadow, on ne les connaît pas bien. Mais enfin, on estime à peu près, donc on est aux alentours de 300, 330 000 milliards de dettes. Quand vous êtes une entreprise, que vous êtes un particulier, que vous voulez vous endetter, quelle est la question que vous pose votre banquier? Ok, d'accord, pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai envie d'investir. D'accord, mais rappelle-moi combien ça va te rapporter. C'est-à-dire, en fait, le banquier vous demande systématiquement, tu mets quoi comme PIB en face de la dette? Quand vous êtes une entreprise, vous êtes en train de faire un business plan. Quand vous êtes un jeune ménage qui veut acheter une maison, vous allez mettre vos bulletins de salaire. Vos bulletins de salaire, on est d'accord, hein, c'est la richesse, votre participation au PIB.
C'est d'ailleurs tellement ça, d'ailleurs, qu'entre parenthèses, je vous rappelle, hein, vous êtes payé non pas au moment où vous rentrez dans une entreprise, mais après un mois de boulot. C'est-à-dire qu'on vérifie tout le temps que vous avez bien bossé, que vous avez bien créé du PIB. C'est-à-dire normalement, c'est toujours justement ce qu'on va regarder. On vous donne de la monnaie quand vous avez créé du PIB. Donc normalement, si tout le monde fait pareil, 104 000 milliards de PIB, 104 000 milliards de dettes. Bon, en général, on dirait du point de vue économique qu'il vaudrait mieux être un peu au-dessus. Parce que si vous êtes vraiment, vraiment exactement au niveau où ça vaut, il peut y avoir des endroits où on va manquer de dettes. Et là, c'est ce qu'on appelle la déflation, la vraie déflation, c'est-à-dire qu'on manquerait de dettes, c'est-à-dire en fait on manquerait de monnaie. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'on est même dans une situation incroyable. On se demande comment 200 000 milliards de dettes ont pu être émis sans qu'on mette du PIB en face. Toujours pareil, vous rigolez pas parce que je sens que vous êtes français. Parce que vous allez dire, en fait, je comprends très bien, moi, donc je vois très bien le coupable principal. On est d'accord, c'est les États. Hein. Enfin, même le mien est très concerné, parce qu'effectivement, c'est quoi le PIB en face? La preuve qu'effectivement, on s'en soucie peu, c'est que sans arrêt, on voit la dette sur PIB qui augmente. Vous voyez, c'est pour ça qu'à Maastricht, on avait dit, tu dois vérifier sans cesse que ta dette correspond à ton PIB. Mais non, je ne veux pas me reculer, parce que sinon, oui, mais la merde m'en fout. Parce que sinon, je suis trop proche. Quelqu'un qui me dit, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Moi, j'ai envie d'être près de vous. Donc, vous voyez, je dirais, cette logique, cette problématique, on voit bien, évidemment, comment la dérive est venue, avec notamment des États qui auront tendance à faire cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la dette qui se balade dans le monde et qui cherche à tout prix à trouver une valeur, ou plutôt un semblant de valeur. Parce que tous ceux qui gèrent la dette savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on le sait tous d'ailleurs, parce que quand vous avez reçu de l'épargne pendant le Covid, vous êtes tous demandé, mais d'où il vient cet argent? Alors évidemment, vous avez la société française qui dit « Ah, vous voyez que quand on cherche des milliards, on les trouve. » Ah oui, c'est sûr que si tu décorrèles les milliards de la richesse en face, tu peux en faire autant que tu veux. Hein, la partie de Covid, Monopoly, expliquée aux enfants, c'est dire « Bon alors, par rapport au jeu habituel, papa et maman se mettent à la banque et vont utiliser une photocopieuse. Donc à chaque fois que tu passes par la case départ, tu me demandes combien tu veux, on arrête de 40 000, tu veux combien? 1 million, je te le donne. Hop, crap, on imprime. Tu tombes sur la rue de la Paix, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu veux combien? 1 million, hop, on te l'imprime. Vos gamins, ils vont comprendre très vite en disant « Mais le jeu n'est pas drôle, papa, maman, on arrête. Hein, si évidemment, personne gagne, personne perd et qu'on reçoit de l'argent. En fait, ça ne veut rien dire. » Ils vont comprendre très bien que dans ce cas-là, l'économie, ça devient quelque chose de complètement fou, sans intérêt. Ou plutôt, avec un risque très très fort que les gens quittent la partie. Vous voyez, quitte la partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance du tout dans ces papiers qu'on imprime. Quand on est en train de dire on a de la dette folle, s'il n'y a pas de valeur en face, j'aime pas ça. Alors ça se manifeste comment en économie? Ça se manifeste par le fait que nous allons avoir par exemple des investisseurs qui cherchent des valeurs refuges. En clair, ça fait à un moment donné de la bulle. De la bulle sur le bâtiment, typiquement. Pourquoi tout le monde va sur le bâtiment? Parce que le bâtiment, moi, c'est concret. Vous dites, j'ai de la monnaie, j'ai de la dette, je ne sais pas ce que c'est. Au moins, si j'ai une maison, si j'ai un immeuble, j'ai un truc qui est réel. Ça va se dévaluer? Oui, je sais, mais si je garde ma monnaie, ça va se dévaluer encore plus. Donc ça, c'est typiquement la valeur refuge. L'or est une valeur refuge. L'année dernière, l'or a augmenté comme jamais. Vous savez, ce qui est très grave, c'est que pourquoi l'or a augmenté? Parce que les banques centrales ont acheté massivement de l'or. La banque centrale chinoise achète sans arrêt de l'or. Beaucoup plus inquiétant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les Français sont cool en disant tout va bien, on continue. La banque centrale allemande a acheté massivement de l'or. Et ça, c'est pas très bon, parce que ça veut dire effectivement qu'elle est en train de chercher une autre contrepartie que le PIB. C'est normal, hein, puisqu'on crée de l'euro alors qu'on ne crée pas de PIB. Les Allemands, entre guillemets, si vous me passez l'expression, ont payé pour se rendre compte ce que ça voulait dire le décalage. Je disais tout à l'heure, l'histoire est importante en économie. L'hyperinflation qui suit la Première Guerre mondiale, une guerre, qu'est-ce qui se passe rappel, vous allez me dire, oh, c'est pas utile. Si, vous commencez à dire, en fait, oui, c'est peut-être utile de comprendre ce qui se passe en termes pendant la guerre. Pendant la guerre, il se passe quoi? Vous détruisez du PIB. Vous produisez quelque chose pour détruire. Enfin, quand vous produisez, c'est détruit aussi. Vos obus que vous envoyez, ils ne sont pas consignés. On ne vous les renvoie pas après. Donc, ils sont détruits. Donc, ça veut dire que votre PIB, c'est détruit. Et le but, c'est qu'ils détruisent plus de PIB chez le voisin que chez vous. On est d'accord qu'en termes économiques, ce n'est pas bon du tout. C'est-à-dire, ça fausse tout. Résultat, quand vous êtes en train de dire, on est d'accord, économie de guerre, vous allez être obligé d'emprunter, emprunter pour financer l'économie de guerre. Vous êtes en train de déséquilibrer le système économique.
puisque vous allez avoir de la monnaie créée et pas de richesse en face, voire même, encore pire, de la destruction de richesse en face. Donc on a eu cette expérience très claire, guerre industrielle pendant 4 ans, 14-18, et les États qui sont en guerre, qui empruntent comme des dingues. Résultat, juste après, énorme dévaluation monétaire. C'est-à-dire la monnaie qui s'effondre. Évidemment, la monnaie du perdant s'effondre encore plus que celle des vainqueurs. Enfin, nous, on a aussi dû dévaluer franchement le franc, mais les Allemands, ce n'était pas une dévaluation, c'était un effondrement littéral. 1 milliard, 10 milliards de marks vous font un nouveau marque. Donc effectivement, avant, 1 milliard, c'était vraiment 1 milliard comme nous des euros. Le lendemain, c'est même pas une baguette de pain. Donc là, vous quand même, vous sentez passer le boulet. Vous le sentez tellement qu'on sait très bien en Allemagne que les gens ruinés, l'épargnant ruiné en 1920, a voté massivement Hitler en 1933. Et donc tout le monde sait très bien l'enchaînement des choses. C'est-à-dire que quand vous avez un dérèglement économique, vous allez directement sur un dérèglement géopolitique. Si on l'applique à notre époque, soyons très clairs, vous pensez peut-être, comme parfois les commentateurs le disent, que Poutine est fou. Moi, je vous rappelle, depuis que Poutine est au pouvoir, il a attaqué 3 fois. Une première fois en 2008. On a oublié un tout petit peu, pourtant c'était la répétition exacte de ce qui s'est passé en Ukraine. Ça se passait en Géorgie, en Ossétie du Sud. C'était en plus petit, mais exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'était passé, à votre avis, en 2008? Le prix du pétrole s'était effondré. Poutine dit « Ok, mon économie est en super danger, je ne vais pas m'en relever. Manifestement, ça vous fait ni chaud ni froid, eh ben, je vais vous faire chaud. » 2014, Poutine attaque la Crimée. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, entre 2013 et 2014? Effondrement des prix du pétrole. Et oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous allons avoir, à l'époque, le pétrole et le gaz de schiste, qui vont effectivement donner de la croissance à tous les pays occidentaux, mais qui font s'effondrer l'économie russe. Ça vous fait ni chaud ni froid, dit Poutine, me voilà en Crimée. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, avant 2022? Avant 2022, vous avez 2020, c'est-à-dire le confinement, où là, c'est pas que le prix du pétrole s'est effondré, c'est que les Russes ont payé, ont dépassé pendant quelques temps, dans un truc incroyable en économie, en prix du pétrole négatif. C'est-à-dire, les gazoducs et les oléoducs étaient bourrés, et continuaient à produire au bout, évidemment. Ils disaient, écoutez, on vous paye, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation, ça déborde de l'autre côté. Et juste après, vous dites, oui, mais quand même, le pétrole a remonté, donc il a pu se refaire. Et à ce moment-là, on lui a dit quoi? Ah oui, tu as noté quand même, effectivement, qu'on a émis beaucoup de monnaie, beaucoup de dettes, et donc ça y est, l'inflation arrive. En clair, l'inflation, c'est de la monnaie de singe, quoi. C'est-à-dire que c'est le Monopoly qui a fonctionné, hein. Tu sais, mais c'était le Covid, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais on continue à le payer avec nos euros, nos dollars, qui sont quand même un peu dévalués, mais enfin, c'est pas grave. Bah si, il a trouvé ça grave, lui. Et donc là, vous avez la troisième réaction qui est toujours la même. Et on a bien le sentiment, d'ailleurs, pourquoi la Russie suit Poutine? Parce qu'elle dit, en fait, si ça continue, ce sera fini, on n'aura même plus la capacité de faire ça. C'est-à-dire, cette idée dérèglement économique vous amène au dérèglement géopolitique. Pourtant, en Europe, on sait ce que ça veut dire, et là, on le revérifie. Juste au passage, quand vous avez de l'inflation, d'évaluation monétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme par hasard, c'est les endroits où on produit de la matière première, en particulier de l'énergie, où on dit, aïe, 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 ça passe plus. Donc là, vous avez la Russie, donc énergie, et vous avez où l'autre endroit où on produit l'énergie? Proche-Orient. Alors là, petit rappel historique, peut-être qu'on n'a pas assez fait. Je disais l'autre jour à ces gens-là, on ne le dit pas assez. La dernière fois qu'on a eu, quand on a vraiment commencé le dérèglement, c'est-à-dire émettre de la dette comme des dingues alors qu'on ne la corrélait plus au PIB, c'est quand les États-Unis décident en 1971, il y en a plein qui ne sont pas nés dans la salle, 1971, de suspendre ce qu'on appelle la convertibilité hors du dollar. C'est-à-dire, en clair, avant le dollar, c'était sérieux, après, c'est ce que veulent les Américains. On avait à l'époque le secrétaire d'État au Trésor, le ministre des Finances américain, qui avait eu une formule lapidaire, cynique, extrêmement claire, qui a été, en réalité, une formule vérifiée sans cesse jusqu'à aujourd'hui. Le dollar est notre monnaie et votre problème. C'est-à-dire, en clair, on émet ce qu'on veut, vous n'êtes pas content, le dollar baisse, et ben vous pédalez pour mettre de la richesse en face. Vous savez comment on met de la richesse en face, hein, c'est-à-dire que quand vous allez acheter, par exemple, des gros investissements, vous êtes obligé de les payer en dollars et pas en euros. Ça veut dire que vous êtes en train bien de mettre de la richesse. Vous voyez, quand on vend, il n'y a pas de problème, on crée de la valeur. Et dès lors que vous vendez en dollars, ça veut dire qu'effectivement, vous avez converti la valeur que vous avez créée en dollars. Eh bien, en 1971, vous avez le dollar qui commence à rentrer, donc en économie, dit monnaie flottante. Ok, hein, c'est d'ailleurs machine à billets. Hein. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, immédiatement? Vous avez augmentation des prix du pétrole. Et vous avez quoi? Le 6 octobre 73, la guerre au Proche-Orient, guerre du Kippour. Ça vous dit quelque chose, 6 octobre, hein?
C'est-à-dire que le 7 octobre 2023, 50 ans après exactement, ce qui n'est évidemment pas le hasard, quand vous avez la monnaie qui repasse en flottant, quand vous avez l'économie qui commence à vaciller, vous avez Hamas qui attaque Israël. Donc là, quand vous êtes en train de dire la géopolitique, ah oui, c'est un vrai problème, ça va influencer l'économie, il faut dire, ouais, et tu ne peux pas regarder dans l'autre sens? Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt, en réalité, le désordre économique qui fait qu'à partir du moment où tu n'as plus rien qui fonctionne, en particulier les échanges, tu vas avoir des zones de conflit un peu partout. Et donc, effectivement, nous avons cette énorme inquiétude en disant, tu as 100 000 milliards, 300 000 milliards, tu as un déséquilibre majeur. Je suis en train de surveiller mon temps parce que je suis engagé quand même avec le président en disant, vous allez voir, c'est super positif, les gens vont être enthousiastes, ils vont hurler de joie en sortant. Là, il est en train de dire, ça commence à durer un peu le moment non positif. Hein. Donc, non, vous avez, mais c'est important de l'évoquer quand même, hein, on est d'accord. Donc, ça veut dire effectivement, quand vous êtes dans des situations pareilles du point de vue économique, que c'est aux endroits où vous avez les gens les plus pauvres que ça va commencer à péter. Parce que ce sont ceux qui perdent le plus dans le désordre au début. C'est vrai aussi dans les pays d'ailleurs, hein, si vous avez noté ce qui se passe quand vous avez, je ne sais pas, un mouvement des gilets jaunes par exemple. C'est justement les gens les moins riches qui vont être de plus en plus tendus. Quand nos agriculteurs sont dans la rue, on est d'accord, ce n'est pas forcément les plus gros exploitants agricoles. C'est ceux qui disent, mais en fait, je suis en train de crever. Et donc effectivement, là, la violence, c'est finalement, pour les personnes comme pour les peuples, l'ultime moyen de se faire entendre. Et donc, effectivement, le grand risque que nous avons, c'est ce dérèglement économique qui devient tellement fort que, notamment, il empêche le commerce international. Il faut marteler ça, hein. Le commerce international est fondamental pour la croissance. Vous arrêtez le commerce international, vous êtes, de façon absolument certaine, lancé dans la guerre. Je le rappelle, l'isolationnisme, le protectionnisme, c'est toujours le réflexe quand il y a crise. Quand il y a crise, je dis, oh là là, non mais les autres... c'est l'enfer. J'essaie de parodier un grand écrivain français. Donc, les autres, c'est l'enfer, donc je me ferme. Alors, vous commencez par fermer la zone, puis vous fermez le pays, puis vous fermez la ville, puis vous fermez votre maison, et à la fin, toujours, vous finissez par être cambriolé par des méchants. C'est-à-dire, effectivement, quand vous fermez, vous cassez la croissance et vous lancez le processus de guerre. Et généralement, évidemment, c'est ceux qui perdent le plus dans l'échange, c'est-à-dire, en clair, qui ne peuvent plus avoir ce dont ils ont besoin, qui lancent le processus violent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc effectivement, lorsqu'on a des règlements économiques, on a tout ça. Donc si je résume bien, hein, donc, ma première partie lucide, comme on le disait grave, hein, Thierry regarde sa montre en disant, bon ça va, la gravité, passons au reste. Donc effectivement, vous avez 300 000 milliards, 100 000 milliards, vous avez normalement le chemin qui est tout tracé, de la bulle. Je rappelle, hein, nous sommes avec les marchés financiers qui sont, mais jamais ils ont été aussi élevés. C'est-à-dire, on est en train de faire quand même une présentation qui est quand même assez catastrophique et vous dites, mais comment ça se fait? On bat record sur record. Alors, histoire de continuer à mettre l'ambiance, je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu ça, vraiment, c'était dans les années 20. Non, pas de ce siècle-là, du siècle avant. Vous voyez, beaucoup de dettes de guerre qui est partie dans la finance américaine qui vous fait ce qu'on a appelé les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes. À ça, elles ont rugi beaucoup. Hein. Les gens, comme aujourd'hui, avaient à l'époque quand même un petit voile dans le regard en disant non mais il y a un truc qui va pas, il n'y a pas de richesse en face, hein. Ils étaient isolationnistes, il n'y avait plus d'échanges, l'Europe était en ruine. Bon, accessoirement, vous n'avez plus le droit de boire d'alcool, mais ça a créé donc une espèce d'économie souterraine qui faisait que vous aviez tout qui se déréglait de partout. Les gens se disaient c'est pas bon. Je fais toujours des TD, vous voyez, en tant que prof d'université. TD, après cette conférence, vous allez voir le film magnifique, Gatsby le Magnifique. Gatsby le Magnifique, qui se passe à cette époque, le dernier avec Léo DiCaprio, représente bien ça, à New York. Les gens buvaient beaucoup, étaient dingues, disaient « Waouh, les marchés sont au plus haut ». Mais au fond, ils avaient un fond d'inquiétude en disant « Ça va mal finir ». Ça finit mal, effectivement, c'est 1929, et surtout 1929, c'est 1939. Donc c'est vrai que lorsque vous êtes en train de regarder une situation comme ça, bulle, inflation, c'est quand les bulles se rassemblent, crise, et puis reset, quoi, en disant le truc est complètement déréglé, ben on va le régler de façon radicale, on refout tout à zéro. Alors, fout tout à zéro, on est d'accord, hein, ça veut dire guerre. Vous détruisez tout, puis après vous dites bon bah ça y est, là maintenant on va reconstruire à partir de rien. Donc c'est pas vraiment ce qu'on attend, mais on a le sentiment quand même que tout est en train de s'assembler. Vous voyez, on est super moderne, on a l'impression qu'on est beaucoup plus intelligent que nos anciens, mais quand vous avez accumulé les mêmes erreurs, vous avez l'impression qu'il y a la même histoire qui se raconte. Donc ça, c'est 2024. Vous avez eu raison de vous lever tôt. Je ne devais pas vous faire endormir, on est d'accord, ça vous réveille quand même. Hein. La peur, ça réveille. Dans un bon film, il faut commencer par avoir peur. Et maintenant, ça y est, je passe dans le côté positif de l'histoire. Le côté positif de l'histoire, c'est quoi?
c'est que ça y est, enfin, je vais vous parler, Thierry, vous avez raison, parce que vous n'en avez pas assez parlé, du dérèglement climatique. Ah, voilà, vous avez juste, vous, un petit rire nerveux, mais je sens que les gens disent, bon, soit il a bu, soit il va pas bien, mais bon. Je parle du dérèglement climatique, c'est capital, évidemment. Quand vous avez un économiste pour vous ouvrir la matinée, il faut qu'il parle du dérèglement climatique. Je vois des jeunes gens dans la salle. Vous allez voir peut-être à la maison ce soir un ado qui vous attend, ou vous allez revoir votre neveu ou un machin comme ça. Vous allez dire « Ah oui, bah, le deuxième jour, on a commencé avec un économiste. » Ils vont vous dire bah, « Dis donc, super, les congrès d'y aller. Hein. Vraiment, j'ai envie pour toi d'y aller. » Il t'a parlé du dérèglement climatique, j'espère. Ah non, non, il nous a parlé taux, il nous a parlé monnaie, il nous a parlé guerre. Votre ado, il va dire quoi? Il est nul, ton économiste? Il est nul. Il a oublié le problème principal de nos générations, la question absolument majeure, le dérèglement climatique. Tu dois l'avoir en toile de fond. On est là dans un grand théâtre, il doit y avoir marqué dérèglement climatique partout, parce que de toute façon, ça, c'est le grand enjeu. Puis, le dérèglement climatique, c'est pas un truc théorique, quoi. C'est 62,5 degrés à Rio, il y a un mois. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais cuire un œuf sur la plage de Copacabana avec une poêle. C'est ce qu'ont fait les gens, quoi. À 62 degrés, ça commence à cuire. Donc ça, c'est le truc, effectivement, dérèglement climatique. C'est pas un machin abstrait. Les gens, ils voient bien ce que ça veut dire. Alors, pourquoi je suis super positif en commençant par le dérèglement climatique? Parce que, en fait, le dérèglement climatique, il veut dire quoi? Il veut dire que notre modèle économique fonctionne pas. Bah vous dites, merci, j'avais compris, votre truc là, 300 000 milliards, 100 000 milliards, il semble bien qu'il ne fonctionne pas. Donc, je vous confirme que ça, effectivement, c'est une première marque, mais c'est beaucoup plus important de voir l'indice dérèglement climatique. Le modèle ne marche pas, ce qui veut dire que plus on utilise le modèle, plus il dérègle le climat, et donc, effectivement, il faut qu'on change de modèle. Alors bon, évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais parce que quand vous dites plus, c'est parce qu'on est 8 milliards que ça ne marche pas. Alors on n'est plus 8 milliards, maintenant on est 8 milliards 75 millions, parce que ça continue, le compteur continue à tourner. Hein. Souvent, vous allez dire, ah oui, mais ça plafonne. Non, non, c'est pas vrai, ça continue à monter, on va y revenir. Et il faut que ça continue à monter. C'est très très bien que la population humaine continue à monter. Il y a largement assez de ressources sur cette Terre pour nourrir à peu près 15 milliards d'habitants aujourd'hui, dans l'optique de nos connaissances actuelles. Donc aucun problème, il faut qu'on continue comme ça. Sauf qu'évidemment, avec ce modèle, ça ne marche pas. 8 milliards avec ce modèle, ça dérègle. Ça dérègle à 7 milliards, ça dérègle à 6. Alors évidemment, là, on est d'accord par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez notre invité spécial, président, Vladimir Poutine, qui arrive. Là, bonjour. Je vais vous régler le problème, vous serez bientôt moins de 8 milliards, vous allez voir ça. Hein, donc, alors évidemment, ça, ce n'est pas du domaine de l'économiste, qui va dire, oui, ok, bon, merci beaucoup Vladimir, enfin, monsieur le président. On va chercher plutôt dans l'autre côté. C'est-à-dire, plutôt que de dire il faudrait réduire la population mondiale, il faut changer de modèle. Et souvent, vous voyez les gens qui vous disent « Non, mais il y a un problème, il y a trop de démographie. » Ah non, non, ne te trompe pas, il y a un problème dans le modèle. Mais on est d'accord que ça t'embête parce que tu dis « Mais je l'aimais bien le modèle d'avant. » Ben non, non, il ne va pas, on est obligé de le changer. Donc là, c'est l'élément fondamental quand on est en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, il faut qu'on change de modèle. Alors, je vous dis tout de suite, hein, par rapport à ce qu'on disait au début, le truc extraordinaire par rapport à notre impasse financière, c'est que normalement, toujours dans l'histoire, ça finit par la guerre, une situation comme ça, sauf si, et cette fois-ci, on va être dans cette situation, et je vais essayer de vous le démontrer sans cesse, et vous allez être concernés, sauf si, au lieu de détruire la dette et refaire le reset par ce biais-là, sauf si tu trouves 200 000 milliards de PIB d'un seul coup, d'un seul. C'est-à-dire, sauf si ton nouveau modèle va permettre de dire, c'est plus un PIB à 100 000 milliards, c'est un PIB à 300 000 milliards. Et donc là, d'un seul coup, d'un seul, tu vas dire, mais en fait, c'est super qu'on avait ces 200 000 milliards, ça va nous pousser, nous faire accélérer dans le changement de modèle, dans la création de valeurs nouvelles. C'est bien cette situation dans laquelle nous sommes. Nous devons changer de modèle, ne serait-ce que parce qu'il faut rééquilibrer la balance financière. Ce n'est pas la première raison, on est d'accord, hein, les 62 degrés sont bien plus importants. Néanmoins, ça va être un stimulus incroyable. C'est-à-dire là, vous avez un effet de levier extraordinaire. Tous les financiers du monde sont à la recherche de nouvelles valeurs, parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la dette et qu'il n'y a pas de valeur en face. Si je leur dis, tu sais qu'on est en train d'inventer un nouveau modèle, on est en train de mettre en place un nouveau modèle, ils se précipitent immédiatement pour le financer en disant « Waouh, génial, je vais pouvoir rééquilibrer le bilan ». Peut-être juste comme ça, pour vous raconter un tout petit peu les choses, en Finlande. En Finlande, c'est un pays du nord de l'Europe, vous le savez. Vous savez peut-être qu'ils sont à 22% de dette sur PIB. Enfin non, ça on oublie ça. Effectivement, ça fait mal aux Français. Mais donc, nous on est à 112, hein, je rappelle. Donc la Finlande a son marché financier qui est propriété du Nasdaq américain. Le Nasdaq américain, là, il y a quelques temps, vient de lancer des opérations pour financer des opérations de promotion immobilière à Helsinki. Donc, il fait une émission de bons
et d'ailleurs d'actions pour la promotion immobilière, classique, lever de l'argent pour lancer des opérations de promotion immobilière. Ça, c'est acte 1, le PIB d'avant. Acte 2, il fait une plateforme spécifique pour financer l'utilisation sur cette promotion de ciment capteur de carbone. Il va avoir 6 fois plus de demandes de financement sur le ciment capteur de carbone que sur la promotion. C'est-à-dire les financiers, à la limite, ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour financer la promotion immobilière. En revanche, ils sont là pour financer un nouveau modèle. Ce n'est pas 1 à 3, c'est 1 à 6. C'est-à-dire qu'on voit très bien, là, les financiers se ruent vers quelque chose qui leur dit, là, tu es en train de faire un truc, à la limite, le ciment, tu le fous par terre, tu ne mets même pas de maison dessous, ça capte du carbone, ils disent, moi je paye, moi je suis prêt à investir là-dedans. C'est ça qui est l'élément extraordinaire que nous allons connaître maintenant. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie, première chose évidemment, que c'est peut-être un préalable important à rappeler, que ce nouveau modèle radicalement différent, alors qui ne consiste pas, je vais y revenir évidemment, de faire du ciment par terre avec même rien autour, hein. On est d'accord, ça va être quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant dans, je dirais, sa philosophie. Ça signifie, première chose, qu'il faut que les gens aient envie de changer de modèle. C'est un truc très important à rappeler. Déjà, quand vous êtes président de 68 millions de Français, vous avez bien compris que si les gens n'ont pas envie, ça ne marche pas, hein. Et on n'est pas nombreux, on est un petit pays. Vous imaginez à 8 milliards, avec 6 milliards de pauvres. Si vous leur dites il faut changer de modèle, parce que vous comprenez il faut, parce que vous comprenez la planète est en train de crever, donc il faut absolument, on va souffrir, mais vous inquiétez pas, après on aura sauvé la planète. Quand vous êtes très très pauvre, vous dites écoutez, si vous voulez changer de modèle, on vous laisse faire, mais nous on essaiera juste d'arriver à survivre par rapport à vous. Vous voyez, c'est peut-être notre impératif. J'étais à la COP28 à Dubaï, je vous fais en résumé, mais grosso modo c'est à peu près le message qu'on reçoit des 6 milliards de pays pauvres. 6 milliards de gens, des pays pauvres. C'est très intéressant votre truc, mais honnêtement, on n'a pas l'impression d'être concerné quand même, hein. Donc effectivement, on se sent un tout petit peu seul en disant, oui, c'est vrai que quand on est en train de dire, ah oui, décroissance, ah oui, tu comprends maintenant, il va falloir effectivement fonctionner de façon plus frugale, etc. Le pays pauvre, il vous regarde en disant, mais frugal, tu sais, je le suis très très longtemps, hein, depuis très longtemps, moi, j'ai pas besoin de tes conseils pour ça. Un pays africain, il vous dit, quand on est en train de lui dire, on va peut-être remettre ta dette, il dit, moi, je suis à 0,3 tonnes de carbone par habitant. Toi, en Europe, tu es à 7, aux États-Unis, tu es à 13. Le frugal, tu vois, j'y suis déjà, moi. Donc, arrête de me parler de ces modèles complètement absurdes dans lesquels il faut, dans lesquels on doit, mais qui sont en fait des modèles qui s'appliquent qu'à des pays riches, qui disent on va essayer d'être riche toujours, mais maintenant d'être neutre en carbone. D'accord, hein, c'est quand même notre discours, quoi, en disant dans la prochaine COP, nous on sera neutre. Et on dira aux autres quand même, vous vous rendez compte, vous êtes en train de polluer. Et donc là, ils vont nous regarder en disant en plus, tu te fous de moi, quoi. Hein, donc c'est-à-dire, effectivement, t'es neutre, bravo, mais comment je fais, moi? Parce que moi, j'ai juste le problème à avoir mes gens qui soient un tout petit peu plus riches. Peut-être au passage, il faut être très clair, qu'on dit un petit peu plus riche, ça ne veut pas dire consommer plus de hamburgers ou avoir 4 machines à laver. C'est juste avoir l'espérance de vie d'un pays riche. Parce que là, vous regardez, hein, les statistiques, c'est très très clair. Hein. C'est un pays riche, il a plus de 80 ans d'espérance de vie, et les pays les plus pauvres, ils ont à peine 50 ans. C'est-à-dire vous avez 30 ans d'écart. Un pays pauvre, l'année dernière, dans de grands pays d'Afrique, comme le Nigeria, le plus grand pays, l'espérance de vie a encore régressé. Ils sont à 54 ans, 55 ans en moyenne. Nous, l'année dernière, en France, on a gagné 0,6 ans. Ça y est, je suis positif là quand même. On n'avait jamais vu une augmentation comme ça depuis 30 ans. Même en période Covid, on a augmenté notre espérance de vie, un peu moins, 0,1, 0,2, 0,6 l'année dernière. Pour la première fois, les hommes français ont une espérance de vie de plus de 80 ans. On est contents, hein, j'en vois pas de 80 ans dans la salle, donc vous avez quand même du temps. Hein, donc, pour ceux qui sont contents, c'est les conjoints. On dit, ah, zut, dis donc, mauvaise nouvelle. Mais vous inquiétez pas, conjoints, 85 ans,2 pour les femmes, c'est-à-dire 85 ans, pardon, 4. Oh là là, je me trompe dans mes statistiques. Énorme, quoi, incroyable. Oui, mais sauf ça veut dire évidemment que le pays pauvre qui est en train d'avoir des leçons, là, en lui disant il faut qu'on fasse la décroissance, il faut que maintenant qu'on soit sobre, etc. Lui, il voit ses enfants qui vont avoir 54 ans d'espérance de vie et les autres qui vont avoir 82 ans en moyenne. Vous savez ce qu'il fait, le pays pauvre, dans ce cas-là? L'arme qu'il a, la seule, c'est ses pieds. En disant, eh ben moi, quel que soit le risque, j'emmène mes enfants à l'endroit où il y aura 80 ans d'espérance de vie. C'est la première fois depuis 1000 ans que les Européens ont peur des migrants. Ce n'est pas les migrants qui viennent nous piquer notre argent, c'est les migrants qui viennent essayer juste d'avoir 80 ans d'espérance de vie pour leurs enfants. Les migrants, vous savez comment on fait, hein, on fait des murs pour les empêcher de passer. Les Romains avaient fait des murs pour empêcher les migrants, qu'ils appelaient les barbares. Bon, le mur, ça ne marche pas, les barbares ont pillé Rome. Les Chinois ont dit, ok, on a compris, le mur n'est pas assez haut, ils font la muraille de Chine.
contre les Mongols, qui étaient leurs barbares à eux. Bon, les Mongols ont pillé Pékin. Donald Trump veut faire un mur avec le Mexique. Donc c'est très très intéressant parce que, par exemple, les dernières statistiques de la croissance américaine en 2023, ça a été poussé uniquement, et vraiment là c'est très très clair, ça apparaît très clairement, uniquement par des travailleurs non américains. C'est-à-dire t'enlèves, tu fais le mur, admettons qu'il marche, il ne marchera jamais, bah, en plus tu n'as plus de croissance du tout. Donc le truc est vraiment complètement absurde d'un point de vue économique. Donc on est bien effectivement dans cette situation où on dit le modèle il doit être désirable et il doit être universel. Il doit s'appliquer à tous, aux pauvres comme aux riches. Acte 1, élément fondamental. On va changer de modèle parce qu'on le veut. Parce que les gens ont envie, parce qu'ils pensent qu'avec le nouveau modèle, ils vivront mieux. Au passage, bien sûr, ils se souviennent du confinement, du Covid, qui fait que quand vous recrutez, vous êtes obligé de tenir compte de ce moment-là. C'est-à-dire que les gens ont éprouvé, 4 milliards d'humains quand même, ont été confinés, ils ont éprouvé ce que ça voulait dire changer de modèle. En disant il y a des trucs pas bien, bon c'était aussi lié évidemment à la maladie, au fait qu'on était obligé de ne plus embrasser les grands-parents de peur de leur donner une maladie de mort. Mais quand même, les gens ont trouvé que finalement peut-être on vivait mieux avec le mode de fonctionnement que l'on inventait, nouveau modèle qu'on voyait se mettre en place, qui était bricolé, il n'y avait rien de prêt, mais en disant en fait c'est pas mal. Et d'ailleurs, effectivement, dans le recrutement, si vous dites, vous savez, nous, Covid, ça ne servira à rien, nous, on est comme avant. C'est comme ça, normalement, qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, doit parler, puisque vous savez, quand vous recrutez, c'est plus, vous ne faites plus parler le candidat, c'est le chef d'entreprise qui parle, en disant, je vais vous expliquer, on n'a pas changé. L'autre jour, j'avais un copain, patron d'un très, très grand groupe français, qui cherchait quelqu'un pour lui succéder, quand même, important. Donc, il avait 3 très hauts profils, dont une fille, qui viennent le voir, qu'il avait convoqué, enfin qu'il avait invité, c'est pas en général au restaurant, et il me dit, pendant tout le repas, c'est moi qui ai parlé. Et je lui dis, et à la fin du repas, la fille, brillantissime, lui dit, écoutez, merci beaucoup, on vous rappellera. Donc, et je lui dis, alors, aucun des 3 m'a rappelé. Et je lui dis, ça parlait de quoi? J'ai parlé du groupe, de l'éternité, gros groupe du CAC 40 quand même. Tu n'as pas parlé des salaires, non, ça sert à rien, de toute façon, ils ont le même ailleurs. Donc, oui, mais je lui dis, tu n'as pas parlé que tu étais en train de changer de modèle. Parce que même, c'est pas forcément jeune, pas jeune, les gens où tu leur dis on continue comme avant, ils disent ah non mais là vous n'avez pas compris, là vous êtes morts si vous continuez comme avant. Moi ça ne m'intéresse pas, je veux un endroit où ça change. C'est-à-dire vous devez effectivement avoir cette aspiration, et cette aspiration on l'a concrètement. Les gens veulent changer. Et ça c'est beaucoup plus fort qu'un président ou qu'un Premier ministre. Les gens qui changent sur le terrain, c'est ça qui fait changer. Le président ou le Premier ministre est en train de monter des tours à la Défense. Et il dit, mais comment ça se fait, il n'y a personne dedans? Alors on dit, on va les transformer en appartements, alors parce que c'est des entreprises, mais les gens, ils ne veulent plus bosser dedans. Bon, ok, non, en appartement, ils ne veulent pas non plus. On avait une conversation lunaire l'autre jour, on peut faire peut-être de la permaculture. Vous savez, vous avez toujours des énarques qui ont des super idées. On peut faire de la permaculture dans les tours, ça marche bien. Ok, tu es en train de faire un métro à 100 milliards de sous, c'est pour évacuer les salades, donc les radis éventuellement, qui viennent bien en permaculture. Donc là, on dit, non, tu n'obliges pas les gens à faire quelque chose. Tu dois avoir quelque chose de désirable, qui est évidemment une énorme question par rapport à vos entreprises. Quand vous avez les questions de recrutement, c'est simple. Il faut parler aux gens de la manière dont on contribue au changement, de la manière dont on est en train d'inventer quelque chose de nouveau qui va rendre la planète durable. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure, ça va être très concret et ça va supposer effectivement une vraie démarche. Donc, 1, le désir. 2, la capacité vraiment d'inventer un nouveau modèle. Inventer un nouveau modèle, ce n'est pas un truc cosmétique, ce n'est pas juste dire je vais trier mes ordures, parce que ça, il n'y a pas besoin de dire qu'on va changer de modèle si vous êtes juste en train de faire ça. Je dirais même, la voiture électrique, ça ne change pas grand-chose. L'isolation de vos logements, ok, oui, d'accord, mais tu n'as pas vraiment changé de modèle, on est d'accord, quoi. On n'est pas dans un changement profond. Le vrai changement de modèle, c'est que tu vas produire, tu vas consommer différemment, en fait, tu vas vivre différemment. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais en introduction, vous êtes tellement important. Parce que vivre différemment, ça veut dire qu'il va falloir tout reconstruire différemment. C'est un énorme défi devant nous. C'est-à-dire que vraiment, on est dans quelque chose qu'aucune des générations précédentes n'a vécu. On est dans un changement de cycle absolument prodigieux, qui va supposer, évidemment, le premier besoin, c'est la nourriture, mais le deuxième, c'est le logement. Le deuxième, c'est l'endroit où on vit. C'est ça, les grands changements qui vont se mettre en œuvre. La façon de vivre va être totalement différente. Et je répète, croire que c'est juste mettre des plantes sur un mur, c'est se tromper totalement. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Toujours pareil, au niveau mondial, pas juste dans quelques villes françaises. Donc on est dans un changement d'une profondeur incroyable, pourvu qu'on puisse avoir un vrai changement. Et ça y est, là, je deviens carrément positif, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans la situation qui permet ça. La condition absolue, c'est qu'il faut que la science propose des changements incroyables. Si vous n'avez pas la science qui change, vous n'avez pas de changement de modèle, c'est pas vrai.
C'est-à-dire le grand changement de modèle, référence, c'est quand on a quitté l'économie toute agricole pour aller à l'économie industrielle. C'était à peu près il y a 250 ans. Ce qui se passe, évidemment, à l'origine, c'est la science. C'est la science qui, on va dire, trouve de manière incroyable, puis à un moment donné, qui sort de ses laboratoires ses trouvailles et qui va les proposer aux humains, qui vont dire « Ah oui, mais on peut vivre différemment ». La science est fondamentale dans le changement de modèle. Et l'énorme, énorme information que je vous dis, c'est que la science a commencé à se mettre en marche avant depuis à peu près 30 ans. Répétons-le, même les jeunes de la salle, en fait, on est issus de générations où la science ne marchait plus. Grosso modo, les grandes évolutions scientifiques, c'est 1750-1950. Vous le voyez en économie. C'est-à-dire, vous voyez à quel point vous avez des nouvelles valeurs qui apparaissent, qui bouleversent tout votre économie. Un jour, les gens n'ont plus de chevaux, ils ont des voitures. Ou ils ont des tracteurs. Un jour, les gens vont acheter des machines à coudre. Un jour, les gens vont avoir des machines à laver. Un jour, les gens vont avoir des réfrigérateurs, des congélateurs. Là, vous avez de la vraie croissance. C'est-à-dire, la vie des gens change et on voit bien de l'innovation qui change partout. Bon, la télévision qui apparaît dès les années 30, c'est une innovation peut-être un peu moins profonde, mais quand même, quoi. Ça modifie un petit peu. Tout ça, c'est l'ordinateur, c'est créé dans les années 30, c'est vendu après, mais c'est quelque chose qu'on va trouver dans la période 1750-1950. Puis après, en fait, on ne trouve plus rien. L'économie représente bien ça. Alors, je sais que je vais vexer des gens, forcément, mais j'en fais partie. Alors, vous vexez pas trop. Le truc évident en matière économique, qu'on est rentré dans de la fausse croissance, que notre modèle, en fait, était au bout parce qu'il n'y avait plus d'innovation. C'est à la tête des boîtes. À la tête des boîtes, jusqu'aux années 20, 30, je parle des entreprises, petites, grandes, vous aviez le gars qui créait la nouvelle valeur. L'ingénieur, le scientifique, qui vous crée le réfrigérateur. Oh, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir le froid. Qui vous créait la voiture, qui vous créait l'automobile. C'était eux qui dominaient les entreprises. À partir des années 50, partout dans le monde, et en particulier en Occident, vous avez la montée en puissance des commerciaux. HEC dépasse Polytechnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'innove plus, on vend. Pas tout à fait pareil quand même. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, vous dire, ah bah, je vends de plus en plus. Ah bah, ça fait du PIB. Ouais, d'accord, mais si tu veux, tu commences à tourner en rond un petit peu. À partir des années 60, c'est même plus des commerciaux, c'est des marketing. Ils vont commencer à inventer des besoins. Donc, effectivement, tu n'as pas besoin d'un truc, mais tu l'achètes quand même. Waouh, super, ça fait du PIB. On est d'accord que là, vous commencez à avoir le système qui dérive. À partir des années 80, je parle effectivement des années 1900, c'est il y a très longtemps, mais quand même, hein, il y en a certains dans la salle qui ont connu. Vous commencez à avoir beaucoup de contrôleurs de gestion à la tête des boîtes. Alors ça, c'est vraiment le degré zéro de l'innovation. C'est-à-dire que vous commencez à comprimer du coût. Vous regardez ce que fait un contrôleur de gestion à la tête d'une boîte, par définition, au départ, il va supprimer la R&D. Donc d'une façon ou d'une autre, il supprime justement l'innovation. Parce qu'il dit, R&D, ça ne sert à rien, il ne trouve rien. C'est pas faux. Bon, puis à la fin, quand vraiment on a comprimé tous les coûts, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a à la tête des boîtes, années 90? Des financiers. En fait, ils ne font plus rien qu'acheter, vendre des bouts d'entreprise. Ils font un groupe, on dit « Waouh, super, ça crée de la valeur ». Après, on dit « En fait, non, c'est une erreur ». On défait le groupe. « Waouh, super, ça crée de la valeur ». C'est pas faux d'ailleurs, vous avez plein d'avocats, plein de banquiers qui travaillent autour. Tout ça, c'est du PIB. Enfin non, on est d'accord, c'est du faux PIB. Ça, c'est jusqu'à 2000. C'est jusqu'à 2020. Allez, même peut-être jusqu'à 2024. J'espère que dans la salle, il y en a pas qui vont me taper dessus en sortant. Mais ce qui se passe depuis 2000, c'est que tout d'un coup, vous avez une phase d'innovation qui a commencé. Mais d'innovation de dingue. Comme probablement on n'a jamais connu dans l'histoire. Et c'est là où il faut être, à mon sens, totalement positif. Parce que vous avez beau dire, mais vous dites quand même, c'est incroyable que tout converge de façon aussi extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, tu vas avoir la monnaie pour pouvoir investir, tu vas avoir la volonté des gens, notamment après Covid, et tu vas avoir maintenant la révolution scientifique qui est en train de se propager. La base de la révolution scientifique, c'est quoi? C'est les mathématiques. C'est la première fois. L'autre fois, vous voyez, il y a 250 ans, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la mécanique. C'est pas tellement les mathématiques. Les mathématiques évoluent peu. Quand vous regardez, à part Newton, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire qui est créé. Ce n'est pas les mathématiques qui sont à l'origine de la révolution industrielle. Cette fois-ci, oui. Les mathématiques, c'est quoi? La grande révolution, c'est Big Data. Enfin, Big Data. Avant, c'était Big Data. C'était un truc gros, opaque, personne ne comprenait. On se trouve big, on ne comprend pas. À partir des années 2000, je pourrais vous parler de quelques mathématiciens incroyables. Vous voyez, on avait les ordinateurs les plus puissants, on n'arrivait pas. C'est des mathématiciens géniaux, des Einstein de notre époque, qu'on ne connaît pas bien. Einstein, d'ailleurs, on l'a connu tard, hein, pour les générations qui l'ont connu, qui ont commencé à franchir le mur, à dire, on va faire parler les big data. Du coup, ils ont un outil et ils le proposent aux autres sciences. C'est comme ça que ça s'est propagé. Les autres sciences, donc la reine des sciences, l'astrophysique.
Vous voyez, l'astrophysique, donc quand vous êtes à l'université, vous rencontrez des vrais scientifiques. Enfin, je veux dire, parce que honnêtement, quand vous êtes en sciences économiques, il faut oublier le mot science, hein, quand même, hein, honnêtement. Hein. Donc, mais vous rencontrez, par exemple, l'école française la plus prodigieuse, une des plus prodigieuses du monde. Vous avez le plus de prix Nobel, le plus de médailles Fields, hein, mais médaille Fields, c'est le prix Nobel de maths avant 40 ans, du monde par étudiant, qui s'appelle Normal, l'école normale de la rue d'Ulm. À Normal, là, vous avez en ce moment des astrophysiciens, la crème de la crème, des scientifiques qui vous disent « on est en train de trouver des exoplanètes ». Voilà, vous voyez vraiment qu'ils sont émus, quoi. Vous leur dites « oula, je sens, oui, c'est important ». Mais non, mais tu te rends pas compte, ça bouleverse complètement la connaissance humaine. Je dis « oui, non, je ne m'en rendais pas compte, effectivement, mais je sens bien, hein, vu comment tu es très nerveux, je sens que ça bouleverse ». Et ça s'est passé comment, ton exoplanète? Eh ben, c'est que tout d'un coup, par le télescope, on a pu avoir justement la représentation des exoplanètes. Ah oui, ça a nettoyé le télescope, c'est ça? Donc, imbécile. Donc là, ils disent imbécile aux non-scientifiques qui leur posent des questions stupides. Mais non, c'est les big data. C'est-à-dire, avant que j'avais de la data, je ne comprenais pas, et maintenant je la traite, et maintenant je comprends qu'il y a des exoplanètes. Et ça, tu comprends, ça change tout dans notre compréhension de l'univers. Bon, alors là, vous dites en économie, avant que c'est un impact, excuse-moi, hein, mais ça prendra un peu de temps. En revanche, quand vous avez un scientifique aussi prodigieux, prix Nobel lui aussi, qui vous dit dans 20 ans, tu sais, on aura vaincu le cancer. Ah, là, vous vous réveillez. En tant qu'économiste, hein, parfois aussi en tant que futur patient, vous êtes en train de dire oula, raconte-moi. En tant qu'économiste, ça change tout hein, sur le plan santé qu'on est en train de construire. Des centaines de milliards qu'on est en train de prévoir pour les 20 ou 30 ans qui viennent. 20 ans, dis donc, ça vient vite. Mais comment tu dis ça? Bah, big data appliqué à la génétique. Tu ne te rends pas compte les avancées qu'on est en train de faire. C'est prodigieux. Je ne pensais pas vivre ça de mon vivant. Là, pour le coup, vous commencez à avoir vous aussi le frisson, comme lui. Et puis, évidemment, vous avez l'année dernière. L'année dernière, la sortie du laboratoire. En fait, c'est plus le scientifique qui raconte, c'est le scientifique qui propose. On est d'accord, hein, vous avez compris, ChatGPT. C'est-à-dire, c'est toujours la même racine. Et là, on est en train de dire, tiens, si on faisait un outil qui va être utile, non pas aux scientifiques, l'intelligence artificielle est utilisée par les grands scientifiques et toutes les disciplines que j'évoquais. Non, là, utilisable pour les gens, pour les entreprises. Ça y est, là, vous êtes dans la rupture. Vous êtes dans la rupture, il a fallu 1 an et demi pour qu'elle se propage partout. On est d'accord, je ne dis même pas ce que c'est ChatGPT, tout le monde sait. Vous vous rendez compte hein, que quand tout à l'heure on disait protectionnisme, fermeture, etc. Attention, non, on n'est pas là-dedans. Hein. Vous savez comment s'appelle l'entreprise qui a créé ChatGPT? OpenIA. Pour ceux qui ont fait allemand première langue, ça veut dire ouverture, intelligence artificielle ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-là de l'innovation dingue, il n'y a pas de protectionnisme, il n'y a pas de fermeture, il y a même une ouverture. La data est libre de plus en plus. Les algorithmes sont libres. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait qui est nécessaire à la croissance, en fait, les humains sont en train de le faire, même quand les politiques ne le veulent pas. Donald Trump peut dire on va fermer, les scientifiques de l'OpenAI disent je m'en fous, moi je continue à ouvrir. Et puis d'ailleurs, tu n'as qu'à essayer de fermer, tu vas voir, tu n'y arriveras pas. Donc là, vous êtes bien dans quelque chose d'absolument prodigieux, qui est en train de se propager sur la planète. Nous sommes en 1743, là quand je vous disais 1750, 1743, vous avez dans la Galerie des Glaces à Versailles, Louis XV qui a fait venir tous les grands du royaume. Il les met tous en rang, il dit donnez-vous la main, il dit vous allez voir, il se passe un truc incroyable en science. Et là vous avez un scientifique qui arrive avec une boule et qui dit roi, allez toucher la boule, brrr, ils sont tous électrocutés. Alors pas fort évidemment, hein, donc, mais, et tous ils disent oh, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors il dit on refait l'expérience ce soir. Le roi saute de joie, vous allez voir c'est incroyable, on voit un truc passer. Alors, et là il voit le progrès, il voit la science qui est en train d'avancer. On est d'accord que le soir, ils reprennent leur cheval, leur épée, et ils ne verront pas un tramway s'arrêter devant Versailles avant 150 ans. Il a fallu 150 ans pour que la science sorte du laboratoire vraiment. OpenAI, c'est 5 jours pour passer le 1 million d'utilisateurs. Ernie, le concurrent chinois, sans H, met 18 heures pour passer le million d'utilisateurs. Nous sommes dans une diffusion du progrès scientifique qui devient de plus en plus folle, et dont on commence à mesurer à quel point elle va permettre de fonctionner différemment, d'inventer un nouveau modèle. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça permet de supprimer le dérèglement climatique? Eh ben, c'est ça notre boulot, figurez-vous. C'est ça notre boulot, c'est-à-dire que là, la science va nous donner plein d'outils dingues. La question, c'est comment on l'utilise. On a vu hein, qu'on était réticents. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a eu confinement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait Zoom. D'ailleurs, pareil, hein, avant, vous ne connaissiez pas Zoom. Maintenant, tout le monde connaît Zoom. Ça existait avant, hein, ça faisait des années que ça existait. Personne l'utilisait. La science proposait quelque chose, on ne l'utilisait pas.
ChatGPT, ça, c'est le changement, parce qu'effectivement, c'est tellement impressionnant que là, on est obligé de tous s'y mettre en disant, voyons, je commence à me gratter la tête, alors vous faites comme tout le monde, je vais vous faire le discours que m'a fait ChatGPT. Alors hop, ça fait impressionnant, ça, oh, mais c'est super bien écrit. Non mais là, ok, c'est du pipeau. Par rapport à ce que véritablement ça te permet dans ton mode de fonctionnement, dans la façon dont tu vas réfléchir à ton activité, dans la façon dont tu vas réfléchir à ta création de valeur. Et on est d'accord, il y a 2 ans, je ne vous aurais pas parlé de ChatGPT, ça n'existait pas. Et là, en ce moment, on a d'autres ChatGPT qui sont en train de se préparer, qu'on n'imagine même pas et qui vont déferler de la même façon. Parce que la science est complètement incroyable. Elle est en ébullition totale. Elle ne va pas arrêter de nous fournir des nouveaux outils. La question, c'est comment on les utilise. Et donc là, on arrive peu à peu, effectivement, au grand enjeu notamment de votre profession. Tout d'un coup, on boucle. Tout d'un coup, je vais revenir sur Terre. Tout d'un coup, j'arrive sur quoi? Sur RGPD. Tout d'un coup, j'arrive sur des problématiques qui sont vos problématiques du quotidien. L'obligation de faire du reporting extra-financier. Moi, je préfère extra-monétaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire effectivement que nous sommes dans la logique où je dois utiliser ces outils et changer de modèle, mais maintenant, on me demande de le prouver. C'est-à-dire maintenant, il va falloir que je le représente en disant on n'a pas le droit de rester dans le même modèle, on est sûr qu'il faut changer. Ça se passe sur le terrain, il va falloir le démontrer. Démontrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir donner les 200 000 milliards de valeur en plus des 100 000 milliards classiques. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire 100 000 milliards classiques, c'est votre activité jusqu'à maintenant, votre reporting, votre commissaire aux comptes, votre expert comptable qui vous permettait de faire votre bilan et votre compte de résultat à la fin de l'année. Là, maintenant, en fait, vous allez rajouter une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de valoriser la manière dont on fonctionne. La manière dont on fonctionne crée une valeur ou éventuellement la détruit. La détruit, on comprend bien, hein, c'est-à-dire vous êtes une boîte qui fabriquait des baskets avec une virgule rouge. Vous avez 200 millions d'acheteurs immédiatement. Hein. En plus, Air Jordan vous aide, etc., etc., etc. On apprend du jour au lendemain que pour produire ces chaussures, vous avez utilisé des enfants. Vous avez beau voir les chaussures, vous avez beau avoir les clients, vous avez un prix génial que sont prêts à payer les clients, la boîte ne vaut plus rien. Parce que la manière dont elle les produit n'est pas vertueuse. Donc ça, c'est un exemple du passé. L'exemple du futur, maintenant, c'est de dire, à côté de votre mode de production, vous allez avoir de plus en plus l'estimation de la manière dont vous fonctionnez. Et cette estimation-là, c'est la valeur d'aujourd'hui, de demain. C'est celle qui permet de rééquilibrer le système. Ça veut dire quoi, effectivement? Ça veut dire que quand je vais vendre ma boîte, on me demandera, vous voyez, c'est très concret, hein, on va dire, montre-moi ce que tu as comme élément extra-monétaire, extra-financier, montre-moi ton reporting. Ah oui, je vais te montrer, parce que nous, on a pensé ça sans arrêt, etc. Ah oui, mais dis donc, tu te rends compte que tu es beaucoup plus en avant que les autres DLR. Oui, d'ailleurs, je ne l'aurais pas dit au moment du congrès. Donc, ta boîte vaut plus cher. C'est-à-dire que l'investisseur va dire, ah mais elle vaut plus cher. Il y a un actif supplémentaire. Et donc là, c'est bien ce qui est en train de commencer à partir de 2024 en Europe. C'est-à-dire, ça y est, on a CSRD, c'est-à-dire on a cette obligation de commencer à penser à représenter le changement de modèle. Représenter le changement de modèle, au début, vous dites, ouais, c'est encore du reporting, c'est encore de l'emmerdement, c'est le contrôleur de gestion qui est en train de gagner à la tête de la boîte. Ah non, c'est l'innovation à laquelle on pense, et c'est cette innovation qui va me permettre d'avoir de la création de valeur. Aujourd'hui, nous sommes au point où, quand vous voulez avoir un emprunt, si vous avez le business plan traditionnel que j'évoquais tout à l'heure, vous avez des taux à 4%. Si vous avez un bon rapport sur le CSRD, sur le développement durable, vous allez avoir des taux à 2. Vous êtes le fameux métro parisien dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez voir le fonds souverain norvégien et vous lui dites, ah, vous allez voir, nous, on n'est que vert partout. Il vous finance tout le gros métro parisien à 0% d'intérêt. Pourquoi? Parce que là, les banques centrales, les financiers sont en train de dire, mais là, il y a une création de valeur monumentale. Là, tu es dans le rapport 1 à 6 que j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, effectivement, tu es à l'endroit où ça va se passer de mieux en mieux. Vous voyez ce que ça veut dire par rapport à ça? Ça veut dire évidemment, je dois le prouver. Je sens, Thierry, oui, Thierry, j'ai l'œil sur la... Vous m'avez parlé 1 minute, hein, donc je l'ai... Bon, donc, vous allez avoir... C'est entre nous. Hein, donc, vous allez avoir de plus en plus cette notion de preuve qui va être fondamentale. En clair, là où vous montrez que vous gagnez de l'argent, maintenant, c'est quand justement, ce n'est pas de l'argent. La data dans vos professions va devenir absolument centrale. Vous n'avez pas le temps de vous occuper, c'est pour ça que c'est important DLR. C'est pour ça, dans ces périodes-là, que vous avez besoin d'associations où on va parler ensemble de tout ce qu'on est en train de faire. La data, elle va montrer, puisque vous êtes dans l'innovation, dans la rupture, que vous vous plantez. C'est très important. On va rentrer dans des phases où on se trompe sans cesse. Quand vous êtes en innovation, c'est fini le truc d'avant, où on avait raison tout le temps. Donc c'est très important de se tromper, mais c'est très important d'en parler entre vous.
Parce que quand on a fait une erreur, il ne faut pas que les autres la refassent. Il faut qu'en commun, surtout quand vous avez plutôt des conditions défavorables comme en ce moment, que tout vous pousse à changer, à évoluer très fort, très vite. Il faut regarder comment cette data, on la collecte, comment on la standardise, comment on la prépare, comment on la présente pour que DLR soit sur la pile la plus élevée des financeurs. Puisque c'est ça l'idée. C'est que le financeur va dire aujourd'hui, je fais ma hiérarchie en fonction des informations extra-monétaires. Parce que de toute façon, en tant que financeur, c'est la première chose qu'on va me demander. Et donc aujourd'hui, c'est la course. La course à Bruxelles, la course à New York, la course à Tokyo. Tout le monde arrive en disant « je vais vous montrer que je suis avec des super informations extra-financières ». Et ceux qui ont les meilleurs gagnent, c'est-à-dire ils ont les financements. Donc ça, c'est évidemment la première idée. L'idée absolument cruciale, absolument fondamentale. On est déjà dans le changement de monde. Et il va sans cesse falloir le faire, et c'est pour ça que vos associations ont un sens. Votre association, elle n'a pas de sens, ou si, un sens, on se rencontre, on fait beaucoup la fête le soir. Quand tout va bien, tout tourne. Quand on est dans des moments de rupture, c'est là où on a besoin de beaucoup discuter. C'est là où, oui, bien sûr, le cocktail ce midi, il est capital, parce que vous allez commencer à parler data. Vous allez commencer, il y en a, vous allez dire, mais t'as compris ce qu'il disait ce matin? Ah ouais, moi j'ai bien compris, j'ai commencé, figure-toi. Ah bon? Et tu fais quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est là qu'il faut commencer maintenant à évoluer. Et c'est là aussi, vous pouvez dire, par rapport à notre enjeu le plus important, qui est inventer le nouveau monde pour des humains, vous êtes dans le secteur où, de toute façon, il y aura besoin de vous par rapport au monde de demain. Il y a certains secteurs où on dit, on n'est pas sûr. Vous, il n'y a aucun doute. Vous êtes avec une rationalité très intéressante qui permet d'avoir des investissements massifs pour plein de petites entreprises. Et vous êtes avec, je dirais, des investissements qui sont dirigés vers le cœur des besoins humains. Donc il n'y a aucun doute. Vous avez un avenir énorme. Mais surtout, ce serait dommage, bien entendu, que cet avenir énorme, vous puissiez le rater en n'ayant pas compris qu'on était en train de changer de modèle, donc en train de changer de paradigme. Nous sommes dans une migration de la valeur. La migration de la valeur ne va pas quitter les anciens modèles, elle va vraiment s'en détacher à toute vitesse pour aller vers les nouveaux. Vous avez peur d'un krach boursier? Non, non. Ce que vous voyez en ce moment, c'est General Motors qui ne vaut plus rien, Nvidia, qui est une société qu'on ne connaissait pas il y a 3 ans, qui vaut plus de 2000 milliards. C'est ça la migration, c'est ça qui est en train de se passer. Alors ce qui est pas mal, c'est si vous avez DLR qui valait 1 milliard et qui vaudra 10 000 milliards plus tard. Ça c'est bien. Et c'est possible. Parce qu'effectivement, General Motors, on se pose la question, Nvidia, on est presque sûr, c'est au cœur de l'intelligence artificielle. Ce que vous faites, vous, c'est au cœur des besoins humains, il y a zéro doute. Non seulement il y a de l'avenir, il faut le dire aux jeunes qui sont dans la salle et qui viennent pour la première fois au Congrès, il y a un avenir absolument incroyable, mais il y a un avenir quand on va fonctionner ensemble pour innover ensemble. Je vous remercie de votre attention.